Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de financement pour les acheteurs. Donc, quels sont les points de vigilance, quels sont les documents à réclamer pour valider un dossier, pour s'assurer que les acquéreurs sont en capacité de pouvoir financer leurs biens. Donc, je vais vous donner un certain nombre d'astuces pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc actuellement, on est au mois de mai 2024. C'est une conjoncture particulièrement compliquée pour obtenir des financements. Donc quand les gens ont vendu leur logement et que ils ont une somme à réemployer pour un nouveau projet, là dans ce cas-là, c'est pas réellement compliqué. Les seuls dossiers sur lesquels il va falloir être un peu vigilant, c'est les personnes un peu âgées. Donc on va dire 45, 50 ans ou plus, il va falloir être particulièrement vigilant. D'un côté, parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'actifs, ils n'ont plus beaucoup d'années à travailler pour pouvoir rembourser le crédit. Et de deux, il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de maladie ou d'antécédents qui pourraient compliquer les choses, non pas vis-à-vis du financement en lui-même, mais plutôt au niveau des assurances des prêts qui pourraient mettre leur veto. Donc au niveau des documents à demander, il va falloir réclamer les 3 derniers bulletins de salaire. Idéalement, il faut même en avoir un petit peu plus, mais voilà, au niveau des bulletins de salaire, on va pouvoir tracer déjà combien de temps ça fait qu'ils sont employés. Donc il faut être vigilant un petit peu auprès des personnes les plus jeunes, les primo-accédants, qui sont probablement en période d'essai. Donc ça peut amener une instabilité parce que c'est des emplois qui ne sont pas réellement sûrs. Est-ce que c'est des CDD? Est-ce que c'est des CDI? Est-ce qu'il y a de la stabilité au niveau de l'emploi? Quel est l'emploi? Est-ce qu'il y a une part de fixe? Est-ce qu'il y a de la variable? C'est toujours préférable d'avoir du fixe parce que c'est quelque chose de rassurant vis-à-vis des banques. Donc au niveau des derniers bulletins de paie, quelle est la note qui est employée au niveau des instituts bancaires? C'est principalement pour voir s'il y a une stabilité, s'il y a une régularité au niveau des revenus et voir également s'il n'y a pas des comptes un peu exotiques. J'entends par là, est-ce qu'il y a eu des impayés? Est-ce qu'il y a eu des découverts? Est-ce que la personne également ne fait pas des paris sportifs? Ça, c'est extrêmement mal vu vis-à-vis des banques. Donc voilà, toutes ces dépenses un peu farfelues, parfois les gens ne se préparent pas forcément à un achat et puis ils voient une opportunité et ils décident de se lancer, mais ils ont des comptes bancaires qui ne sont pas extrêmement clean. Donc ça, il va falloir d'abord l'étudier. Ensuite, il y aura les 3 derniers avis d'imposition. Donc par rapport aux déclarations, les avis d'imposition sont particulièrement révélatrices. C'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif, mais en gros, plus on va payer d'impôts, et plus ça va être bien vu vis-à-vis des banques. C'est-à-dire, plus vous payez d'impôts, ça veut dire que vous générez des revenus, et donc vous êtes en capacité de vous endetter davantage vis-à-vis des banques françaises, de manière générale. Ensuite, il va falloir regarder les 3 derniers mois de relevé bancaire. Donc ça, c'est justement par rapport aux revenus, je vous l'ai expliqué. Est-ce qu'il y a des comptes d'épargne également? Est-ce qu'il y a des assurances vie? Est-ce qu'il y a d'autres comptes, des actifs? Alors tout ce qui est crypto-monnaie, etc., ça plaît pas trop à la plupart des banques, mais il y a certains banquiers qui aiment bien ça et qui sont un peu moins regardants sur ce genre d'actifs. Donc pourquoi pas les étudier également. Et est-ce qu'il y a des prêts en cours? Est-ce qu'il y a des offres de prêts? Est-ce qu'il y a des tableaux d'amortissement? Ça, c'est également intéressant pour voir au niveau du foncier quel est le restendu, le capital restendu en remboursé, etc., etc. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout ce genre d'informations qu'il va falloir creuser en amont. Avant même de faire visiter un bien, c'est intéressant de pouvoir avoir ces documents pour pouvoir vérifier si le projet de la personne est viable, si la personne a déjà vu sa banque au préalable, est-ce qu'il est capable de fournir des documents vis-à-vis de la banque. Donc une étude de faisabilité, évidemment, c'est l'idéal. Maintenant, il faut savoir que les acheteurs, la plupart du temps, attendent d'abord de voir un bien qui leur plaise avant de commencer les démarches auprès de leur banque. Bon, évidemment, il est préférable de faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord de voir sa banque et ensuite d'aller voir des biens. Donc c'est toujours intéressant de poser la question en amont. Moi, je vous avoue que
Après 10 ans d'expérience, je passe pas vraiment par ce circuit-là. Je considère que l'agent immobilier, c'est pas forcément celui qui est le plus qualifié et le plus à même de pouvoir récupérer ces documents et les étudier. Donc personnellement, moi je vous recommande fortement de passer par un intermédiaire, de passer par un courtier de confiance. C'est très simple d'avoir des courtiers avec qui on peut tisser des liens. Évidemment, ça a un intérêt qui est commun, c'est-à-dire vous, d'un côté, ça va vous sécuriser votre vente, j'allais dire la banque, mais votre vente. Vous êtes sûr qu'au moins vous avez un acheteur qui est solvable. Et ce qui est intéressant, les acheteurs, c'est de les envoyer directement vers un courtier, parce que probablement, ils vont pas forcément acheter votre bien, mais si vous l'avez mis dans les mains de votre courtier, si lui, il finalise en suivant les acheteurs de prêt, eh il y a moins en moins de commission, mais vous pouvez toucher également un intéressement si jamais le courtier conclut son affaire. Donc c'est intéressant de travailler avec un courtier où il y a cette réciprocité. Vous êtes un peu l'apporteur d'affaires et lui va s'occuper de vérifier tous les financements. Moi personnellement, j'ai un courtier que je travaille depuis des années, c'est lui qui nous a permis d'obtenir notre financement. On a des liens privilégiés avec lui, on a un lien de confiance, on travaille exclusivement avec lui. Et c'est quelque chose qui est vraiment rassurant. C'est-à-dire que si vous avez 3 offres ou même plusieurs offres sur un logement, vous le mettez en relation directement et vous leur expliquez aux acheteurs que, en gros, c'est un service que vous proposez qui va permettre de rassurer les vendeurs. C'est-à-dire, vous allez être contacté par mon courtier, il va vous poser quelques questions et vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de travailler avec lui, vous n'êtes pas obligé de finaliser si vous ne le souhaitez pas. Si vous préférez passer en direct avec votre banque, il n'y a pas de problème. Mais attention, c'est vrai que si jamais les clients contactent leur banque en direct, le courtier ne sera pas à même de pouvoir leur proposer le dossier. Donc à quoi ça sert un courtier? Ça sert d'abord à vérifier vos financements. C'est lui qui va un peu départager les acheteurs. Il va nous dire très rapidement, celui-là, non, attention, celui-là, il est mauvais, celui-là, tu peux avancer. Et si jamais il y a des offres qui sont au même prix, c'est lui qui va s'occuper de les départager. Et ça, au moins, ça vous enlève une épine du pied parce que c'est lui qui s'occupe de faire ce travail à votre place. En fait, c'est rassurant, ouais, c'est lui qui permet de départager, ça vous évite de vérifier tout ça et c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Alors oui, pardon, le rôle du courtier, en fait, son rôle, c'est de prendre tous les dossiers, les récupérer et de faire marcher la concurrence. C'est-à-dire que forcément, nous, on n'achète pas tous les mois ou toutes les années, c'est logique. En général, les Français achètent environ en moyenne tous les 7 ans, donc c'est des délais qui sont quand même assez longs. Et nous, en tant qu'agent immobilier, on n'est pas les plus à même, les mieux sécurisés, les mieux lotis, on va dire, pour demander toutes ces informations à nos clients. Parce que l'acheteur, également, ça va être un peu notre client, donc on souhaite être l'équilibre entre l'acheteur et le vendeur. Donc forcément, il vaut mieux se positionner dans un rôle où on va faire en sorte de les accompagner et de leur permettre d'acheter ce bien. En tout cas, on doit leur faire croire qu'on est là pour les aider à saisir une opportunité vis-à-vis du vendeur. Donc c'est vrai que si vous êtes là à demander les bulletins de paye, etc., il y a une certaine méfiance qui va se mettre en place. Donc si vous voulez conserver une bonne approche commerciale, il vaut mieux avoir un intermédiaire qui s'occupe de vérifier. Et son rôle à lui, qu'est-ce que c'est? C'est que du coup, vu que nous, on ne va pas voir notre banquier et que c'est un peu mal fait, les banquiers ne sont pas là pour offrir les meilleurs taux, les meilleures conditions à leurs clients. C'est un peu mal fait, mais c'est comme ça. Si vous allez voir votre banque, vous n'aurez pas les meilleures conditions parce que en fait, il va juger que vous êtes déjà son client et que il a juste à appliquer sa grille tout simplement. Par contre, si jamais vous êtes un nouveau client, là par contre, le banquier va faire en sorte de vous proposer des meilleurs taux. Donc c'est pour ça qu'il y a une négociation qui va rentrer en compte. Et nous, en tant que client, on ne se sent pas à l'aise pour faire ça. Et c'est pour ça que le rôle du courtier est intéressant, parce que lui, il va récupérer notre dossier, il va bien le compléter pour avoir un dossier complet. Et en gros, eux, ils ont des partenariats avec des banques. Et par exemple, tous les vendredis, ils vont faire le tour de toutes les banques en disant « J'ai ce dossier, qu'est-ce que tu proposes? Hop, on m'a proposé ça à telle banque, est-ce que tu peux faire mieux? Hop, on m'a proposé ça jusqu'à maintenant, j'ai pu obtenir un super taux, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux faire mieux pour mon client ?» Donc eux, en fait, ils ont des liens un peu privilégiés avec les banques et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire marcher la négociation. Et nous, forcément, en tant que particulier, on n'est pas forcément à l'aise pour faire ça. Donc même si le service du courtier a un coût, c'est un peu comme un mandat, en fait, il va mandater le courtier pour faire marcher la concurrence. Mais ça rassure les gens. C'est un service qui est intéressant et au final,
peut-être que le courtier va pouvoir obtenir des meilleures conditions et faire épargner, faire gagner de l'argent encore plus que les coûts. Par exemple, si le courtier coûte 2000 euros, admettons, bah, si votre courtier, en négociant auprès de toutes les banques, il vous permet d'économiser 5000 euros, bah forcément, c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir le courtier. Donc au niveau du courtier, comment ça se passe? Je vais vous détailler les différentes étapes. Donc en gros, la réception des documents qui sont nécessaires, je vous ai expliqué, hein, les derniers bulletins de paye, les derniers avis d'imposition, les derniers comptes bancaires, épargne, etc. Ensuite, estimation de la capacité de financement et signature du mandat. Donc là, il va vous dire clairement, par rapport à vos capacités actuelles, combien vous êtes capable d'emprunter. Et si vous êtes investisseur, également, c'est intéressant, soit de créer une histoire avec sa banque, donc rester fidèle à sa banque et lui tisser des liens sur le long terme. Et là, dans ce cas-là, votre banquier va pouvoir vous suivre, vous faire confiance et déroger un petit peu des règles d'usage au niveau de l'endettement, s'il sent que vous avez une approche un peu professionnelle. Ou bien, si vous êtes investisseur également, c'est intéressant de savoir combien vous pouvez emprunter. Dans ce cas-là, le courtier s'occupe de faire tout ce travail à votre place. Analyse et montage du dossier de financement, donc il monte vraiment tout le dossier. Signature du compromis et offre d'achat acceptée, présentation du dossier aux banques. Donc, en fait, le travail pour obtenir un financement ne va commencer qu'à partir du moment où un compromis est signé. Parce que là, en fait, il y a toutes les règles qui sont mises en place, toutes les conditions, et c'est qu'à partir de ce moment-là où on peut vraiment attaquer les étapes pour le financement. Au préalable, c'était plus un rendez-vous de courtoisie qui permet de savoir si la banque est enclin à nous suivre, mais le véritable travail, le véritable dossier va être mis en place qu'à partir du moment où une promesse de vente, un compromis est signé. Attestation du dépôt de demande de prêt à envoyer au notaire. Donc en fait, le courtier s'occupe de tout. Donc à J-1, signature du compromis. À J+30, il faut qu'on ait une attestation de dépôt à pouvoir envoyer au notaire. Donc au bout d'un mois, on est censé avoir déposé un dépôt auprès d'une banque, d'avoir déposé un dossier, et il va falloir pouvoir le justifier, parce que dans le compromis, c'est encadré de cette manière. Et donc vous devez envoyer au bout d'un mois votre dépôt de prêt, hein, vous devez avoir fait un dépôt de prêt. Ensuite, réception des propositions et accords principes, ou bien de refus. Si un refus, voilà, on va voir ailleurs, hein, par exemple. Présentation des propositions, donc là, le courtier a différentes propositions qu'il va vous soumettre. Ils vont les étudier, il va vous conseiller, voilà, là j'ai pu obtenir telle chose, là c'est intéressant, là j'ai obtenu ça, ça et ça, mais ça, je vous le conseille un petit peu moins. Signature de la confirmation de mandat annexe 3, donc bon, ça c'est des papiers hein, à faire avec le courtier. Rendez-vous avec la banque, avec votre courtier, donc là, vous avez lorsque le courtier vous a trouvé une banque, il a fait marcher la concurrence, il vous a trouvé une nouvelle banque. Là, dans ce cas-là, vous allez vous déplacer avec le courtier, rencontrer la banque, histoire de voir s'il y a un feeling, etc. Pour que le banquier, lui aussi, soit rassuré en vous rencontrant. Hein. C'est normal, c'est de l'humain. Validation des assurances emprunteurs. Donc là, lorsqu'on monte le dossier après, il va falloir signer également tous les assurances de prêt. C'est très important. Les assurances de prêt, c'est là où il faut être en bonne santé, il faut dire qu'on ne fume pas, etc., qu'on n'a pas eu d'antécédents. Réception et vérification des offres de prêt, délai de réflexion de 10 jours. Donc là, à partir du moment où on reçoit les prêts, on va les vérifier et on a 10 jours en fait pour les consulter. Là, c'est la loi Kraffner, je le prononce mal, mais c'est cette loi-là qui oblige en fait le consommateur, parce qu'en fait, les anciennes générations, ils avaient tendance à signer comme ça n'importe quoi sans même lire les offres. Donc maintenant, la loi française nous oblige à prendre un délai de réflexion sur lequel on a 10 jours pour consulter ces dossiers. Et on peut signer définitivement les prêts qu'à partir du 11e jour. C'est une obligation. Levée des conditions suspensives, donc ça c'est à J60, donc au bout de 2 mois, il y a une levée des conditions suspensives, donc J60 après la signature du compromis. Déblocage des fonds et frais de garantie et frais de dossier. Donc votre courtier s'assure de la réception des fonds. Il va s'assurer que les fonds sont débloqués pour être dans les temps en fait. Et ensuite à J90, en général au bout de 3 mois, on va à la signature de l'acte authentique. Et ensuite l'encaissement des honoraires. Donc en fait le courtier va vous faire signer
un mandat, un contrat, et c'est qu'à partir de ce moment-là, qu'à la fin du délai, où il va être payé. Alors en général, les courtiers, les bons courtiers, c'est ceux qui se déplacent à tous ces rendez-vous. Ils sont présents partout, à la fois à la promesse, à l'acte authentique. Ils vous accompagnent vraiment comme nous on le fait en tant qu'agent immobilier. C'est exactement la même chose. Demande d'avis, donc bon, ça c'est le nerf de la guerre, hein. En tant qu'agent immobilier, on fait exactement la même chose. Et ensuite, parrainage, recommandation, voilà. Les courtiers, c'est un peu le même système que les agents immobiliers, ils fonctionnent vraiment de la même manière. Donc pour résumer, vous avez tous les documents qui sont nécessaires, ça vous permet de faire mûrir un petit peu la chose. Je vous invite à préparer également vos dossiers. Il y a également des startups qui s'occupent de constituer des dossiers à votre place. Ils vont vous demander tout ce qu'il faut et ils vont s'assurer que vous ayez des dossiers qui soient bien complets. Ça, c'est le genre de services qui peuvent être intéressants. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas très compliqué. Donc vous avez deux choix. Soit vous créez une histoire avec votre banque. Très rapidement, vous allez voir votre banque. Vous leur expliquez que vous avez un projet, combien vous pouvez emprunter, est-ce qu'il serait OK pour vous suivre dans cette démarche. Ou bien, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous trouvez un bon courtier. Et en tant qu'agent immobilier, franchement, c'est obligatoire. Je vous conseille, comme le fait d'avoir un bon notaire, d'avoir un bon courtier, ça va vous simplifier la vie. Et c'est lui qui va vous départager. Parce que, vous voyez, là récemment, j'ai eu quelques dossiers, c'est des primo-accédants. De prime abord, par rapport aux informations qu'il me donnait, j'aurais pensé que c'était des bons dossiers, alors que non, il y avait des comptes exotiques, c'était des opérations prématurées, et globalement, le courtier, voilà, il m'a invité à trouver d'autres personnes parce que ça reste assez risqué, et il n'y a rien de pire pour un agent immobilier de s'engager dans une promesse de vente, d'attendre les 3 mois et qu'au final il y a un refus. Ça, honnêtement, c'est catastrophique. Ça m'est arrivé, je crois que ça m'est arrivé qu'une fois ou deux dans ma carrière, c'est très rare, mais quand ça arrive, c'est très dur pour vous et c'est très dur pour le vendeur. Vous allez vous sentir vraiment responsable et vous êtes responsable. Donc c'est pour ça que c'est très important, même si les personnes vous semblent avoir un bon dossier, de vérifier leur financement, ou de travailler avec un tiers qui est le courtier qui va s'occuper de tout ça à votre place. Donc même si les personnes décident de travailler plutôt avec leur banque et de ne pas avancer avec le courtier, c'est pas grave. Au moins le courtier, lui, il est content. Il aura essayé de se placer et ça vous aura permis d'avoir un retour qualitatif et de pouvoir avancer sereinement au niveau de la vente de votre logement. Donc j'espère que tout cela vous sera servi. Désolé, j'ai un peu bafouillé pendant la vidéo. Si vous souhaitez devenir agent immobilier, faire ce beau métier, réaliser plein de ventes, vous épanouir, rejoindre mon équipe, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez le lien qui est en description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.